prend les pauses avec nos employés de temps en temps. Tu sais, des pauses, déjà, c'est un phénomène très rare, mais tu sais, le fait de créer ça, 2 fois par semaine, prends tes pauses avec tes employés. Ouais, puis de les voir dans leur complexité, au-delà d'employés, comme on disait tantôt, ils ont d'autres rôles, ces personnes-là. Il y a personne dans cette gang-là qui est un robot qui se met à off dans un garde-robe le soir, là. Comme... On n'est pas dans Severance, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, apprenez à prendre soin de l'être humain avant le numéro d'employé. Exact. Ça va faire toute la différence. Ouais. Tu sais. Bienvenue au podcast Nuance-moi ça. Le podcast qui démystifie la neuroinclusion au travail, une nuance à la fois. Avec vos animatrices et nuanceuses Mélissa Saint-Louis Et Fran Delume. Bonne écoute! Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Nuance-moi ça avec vos nuanceuses favorites, Fran Delume et Mélissa Saint-Louis. On s'autoproclame. Ben oui, toujours autodéclaré. Et puis, aujourd'hui, on est vraiment très heureuse d'avoir avec nous Chantal Dufort, qui est une personne qu'on suit depuis très longtemps sur LinkedIn, avec qui on a des super belles discussions, puis on ne pouvait pas passer à côté de te recevoir pour parler de tout ça aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça peut-être te laisser te présenter ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges en hiver. Et en merci. été. Ouais. Merci les filles de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente. En plus, on se voit dans ma ville, fait que je suis vraiment contente de vous voir. Je suis qui, moi? Maman solo d'une petite cocotte de 10 ans, une passionnée de l'être humain. Je pense qu'à la base, depuis toujours, ça a toujours été ça. J'ai été 15-16 ans dans le réseau de la santé comme travailleuse sociale. Quand j'ai quitté suite à un arrêt de travail, quand même, de très long, où j'ai réalisé que c'était X l'impact que j'avais dans le réseau. J'ai fait un peu de pratique privée où les gens dans mon bureau, ben c'était stress, anxiété, burn-out, arrêt de travail. Puis je me disais, c'est super impacter une personne à la fois. Mais tu sais, j'ai envie de faire plus grand. J'entendais beaucoup d'histoires qui provenaient du milieu de travail. Et vraiment, ça a été d'aller détaboutiser la santé mentale. Je l'ai longtemps dit. Je sais maintenant que le mot n'existait pas, mais au début, je ne le savais pas. Fait qu'il m'est resté collé à la peau, puis je l'ai gardé. Fait que c'était vraiment d'aller ouvrir ce sujet-là de la santé mentale. On parle de santé sécurité physique. Pourquoi on ne parle pas de santé sécurité mentale? Fait que ça a été longtemps ça, puis maintenant, ben, c'est autant ouvrir la discussion, accompagner les gestionnaires à faire face à cette détresse-là sans y laisser leur propre peau. Puis ben, tout ce qui est en lien avec les facteurs de risque psychosociaux aussi maintenant, là, comment on peut se servir de la loi comme un levier pour nos employés au lieu de le voir comme étant une obligation. Là. Merci. Donc, de l'accompagnement d'organisation, de la formation, sensibilisation, etc. Exactement. Moi, j'aime quand tu t'es donné un petit mandat. Absolument. Mais un merveilleux mandat superbe et honnêtement qui vaut la peine et qui est important. Ça, c'est dit. Il y a genre 1000 affaires que je voudrais dire en ce moment, parce que je suis comme, oh mon Dieu, travailleuse sociale. Déjà là, juste à beaucoup d'admiration, parce que pour travailler avec des travailleurs et travailleuses sociales, vous faites un travail incroyable et beaucoup trop méconnu et beaucoup trop sous-estimé. Fait que ça, c'était bien important de le dire pour moi. Merci. Voilà, fait que je suis super contente que tu sois avec nous parce que on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, mais la notion de la santé mentale est trop peu comprise. Donc, il y a ça comme conversation, je pense, à avoir. Et il y a la conversation de la santé mentale en lien avec la neurodiversité, mais plus spécifiquement en lien avec la neurodivergence. Parce que Mélissa et moi, ben, on essaie de sensibiliser, faire rayonner la neuroinclusion, mais une des questions qui souvent crée un point de perplexité ou de question, c'est OK, mais c'est quoi la différence entre être une personne neurodivergente puis une personne qui a des enjeux de santé mentale? Fait qu'il y a 1000 choses à dire là-dessus, mais il faut qu'on commence quelque part. On va commencer par santé mentale. Santé mentale, hein, la base. Mon X à moi. Parfait. La santé mentale, c'est l'équivalent de notre santé physique. Donc, on nous a toujours parlé de prendre soin de notre santé physique, on sait c'est quoi, mais la santé mentale, c'est la même chose. Mais c'est d'être capable de faire face à l'ensemble de mes sphères de vie. Fait que, tu sais, on est un employé peut-être, on est peut-être un parent, on est un conjointe, un ami, un enfant. Et avant tout ça, on est un homme et une femme avec les objectifs qu'on a envie de se mettre en place. La santé mentale, c'est d'être capable de faire face à l'ensemble de mes sphères de vie à la hauteur de ce que je me donne comme objectif. Donc, qu'on ait un défi particulier de santé mentale ou autre, mais que je sois capable de fonctionner dans l'ensemble de mes sphères de vie. T'sais, moi, je le donne l'exemple. Moi, j'ai eu un diagnostic de trouble anxieux généralisé. Donc, j'en ai eu une maladie mentale. Il y a un psychiatre qui a écrit ça sur un papier. Mais l'ensemble de mes sphères de vie, aujourd'hui, vont très bien. Il y a un moment donné où ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, peut-être que je suis plus anxieuse là, que certaines personnes. Mais en même temps, j'ai développé les outils. Fait que c'est ça, la santé mentale. On veut s'assurer que nos employés soient capables de fonctionner à la hauteur de ce qu'ils souhaitent aussi.
Puis chacun, on a nos objectifs différents. Là. Mhm. Fait que c'est vraiment, pour moi, la santé mentale, c'est vraiment ça. C'est conservons ce qu'on a déjà le plus possible pour être capable de continuer à avancer. Là. C'est tellement simple quand tu l'expliques. Puis pourtant, ça a l'air tellement complexe dans la vraie vie. Mais moi, ce que j'entends, c'est que peu importe qui on est dans la composition de notre identité, là, comme tu le dis, homme, femme, personne non-binaire, qu'on soit parent, pas parent, qu'on soit au travail ou aux études, on combine tous et toutes de nombreux rôles. Et en fait, on veut être capable de mener ces rôles, peut-être pas tout le temps pleine vapeur, plein potentiel, mais minimalement, c'est sentir en sécurité, accompli, épanoui et au degré auquel on veut les accomplir. Mm-hmm. Chacun a nos chapeaux de vie, là, pour qu'il y ait de la place pour tous ces chapeaux-là, sans que je sois épuisée. Non, mais c'est ça. Fait que là, ça, c'est important parce que donc la santé mentale, moi, ce que j'entends dans ton expérience, c'est qu'il faudrait la dissocier un petit peu de l'étiquette qu'on lui donne. Tu sais, là, tu parles de l'exemple du trouble anxieux généralisé. Bien, on n'est pas toujours en situation de détresse parce qu'on vit des moments d'anxiété ou des moments plus difficiles, finalement. Mais puis je peux avoir un diagnostic de maladie mentale qui temporairement va m'empêcher peut-être de fonctionner. On prend à la dépression, trouble d'adaptation. Il y a un moment donné que ça se peut, dans certaines sphères de vie, je ne sois pas capable de fonctionner. Sauf que ça risque d'être temporaire. Puis c'est ce qu'on souhaite, que malgré que tu as un diagnostic qui va peut-être perdurer plus longtemps, que tu retrouves tes repères puis tes façons de fonctionner puis tu connaisses tes signes et tout pour pouvoir agir. Là. Puis quand on en parle, justement, c'est cette interrelation-là entre la neurodiversité et la santé mentale, mais c'est quand même important de les départager aussi parce que c'est deux sphères d'une identité qui coexistent, mais qui ne sont pas nécessairement en tout temps équivalentes dans le sens où j'ai un profil neurodivergent, j'ai aussi une santé mentale, puis ben ma santé mentale peut bien aller et je suis quand même une personne neurodivergente comme je peux être une personne neurodivergente puis avoir une santé mentale où est-ce que je vis des défis de par le fait que je navigue un monde qui n'est pas fait pour moi constamment. Mais je pense que tu l'exprimes tellement bien, Fran. Je repasserai la POC sur cette différence-là entre les deux. Là. Merci full. Puis là, je suis full déstabilisée parce que je suis comme où c'est que j'en reprends. Tu l'as dit, les personnes neurodivergentes ont une santé mentale. Et cela veut dire qu'on peut donc avoir une bonne santé mentale et être une personne neurodivergente en même temps. C'est incroyable et phénoménal tout ça. Mais tu le nommes aussi assez bien, être une personne neurodivergente. On parle d'avoir un profil qui diverge d'une norme socialement établie, qui est plus majoritaire et sur laquelle nos environnements sont construits. Donc, on passe notre temps à naviguer des environnements qui sont pas le reflet de notre propre fonctionnement. Donc ça peut être déclencheur et facilitateur d'anxiété parce que on doit apprendre à décoder, à lire entre les lignes, alors que finalement, c'est pas nécessairement notre force, le fameux lire entre les lignes. Donc ça peut susciter énormément d'anxiété dans différents rôles, différentes sphères de notre vie aussi. Là. Donc, être une personne neurodivergente ne veut pas d'emblée dire que j'ai des enjeux de santé mentale. Il faut savoir faire la part des choses, mais peut-être que mes besoins vont être à considérer au regard de mon profil neurodivergent qui évolue dans un écosystème peut-être très normatif quant aux attentes neurocognitives, comme on peut parler de la communication, de l'organisation, de l'apprentissage, etc. Exact. Si je reprends un exemple très concret, mettons avec le TDAH, s'il y a des défis au niveau de la mémoire de travail, bien, la peur de toujours oublier quelque chose, d'échapper une balle, puis là, de se faire réprimander, puis de pas nécessairement savoir peut-être qu'on a des défis avec notre mémoire de travail, puis après ça, de toujours juste avoir peur que quelque chose arrive sans qu'on s'en rende compte parce qu'on s'est pas rendu compte qu'on a oublié quelque chose, ça peut générer beaucoup d'anxiété, par exemple. Ouais. Puis moi, je parle beaucoup de comptes de banque d'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, mais tout ça, tu sais, ma mémoire à court terme, j'ai peur de me faire reprendre, j'ai peur, c'est des retraits qui se font constamment. Oui. Puis on oublie beaucoup de faire nos dépôts dans nos comptes de banque d'énergie. Mais est-ce que c'est là où quelqu'un qui a une neurodivergence va avoir un taux d'anxiété qui va augmenter? Mais tu sais, vivre l'anxiété, c'est pas un problème de santé mentale. Tous les êtres humains vivent de l'anxiété à un moment donné, ou à peu près, là. Mais ça m'empêche pas de fonctionner encore. C'est juste qu'il faut être vigilant. Est-ce que moi, j'ai plus de retraits qui se passent dans mon compte de banque d'énergie dans une journée pour dire, ben OK, mais je vais être vigilant à pouvoir faire plus de dépôts, par exemple. J'aime ça, l'image des comptes de banque. Par contre, j'ai une question. Peux-tu faire un compte épargne d'énergie? On aimerait ça, mais ça n'a pas l'air que ça marche. Non, hein? Puis, attends, t'as amené autre chose que... C'était une étoile filante, ça va repasser tantôt. Ça, mais c'est... Dans la zone compte de banque, j'aime ça aussi parce que quand on parle de situation de handicap invisible, il y a aussi cette métaphore-là qui est beaucoup utilisée. Tu as parlé de cuillère d'énergie. Oui.
Puis souvent, une personne qui n'a pas une situation de handicap invisible va avoir, peut-être pas illimité QR, mais va avoir beaucoup plus de QR qu'une personne avec une situation de handicap. Puis justement, si au travail, je donne toutes mes QR ou je vide tout mon compte de banque à essayer, si je suis neurodivergente, par exemple, de masquer, de hyper compenser, etc., puis que j'arrive à la maison après ça, puis que j'ai tout vidé mes QR, j'ai vidé mon compte de banque, j'ai plus nécessairement l'énergie d'être le parent que je voudrais être, de faire les épiceries, de faire à manger pour que je sois en santé, de m'occuper de mes finances, d'avoir le jus de cerveau de faire les finances. Puis là, ça peut amener un autre stress, une autre anxiété au niveau financier. En plus, tout ça, c'est des vases communicants. Puis là, on a peut-être ces personnes-là qui avaient l'air de bien aller au travail, puis du jour au lendemain, oups, tombent en arrêt de maladie. Puis on ne l'a pas vu venir nécessairement. Mais on ne prend pas conscience de ces cuillères-là, comme vous dites, combien on en a. Puis même quelqu'un qui n'aurait pas un défi d'handicap invisible non plus, à un moment donné, on fait juste comme continuer à avancer sans réfléchir à comment on se sent à l'intérieur, puis sans faire de dépôt, puis tout ça. Mais si déjà j'en ai moins à la base, il faut qu'à un moment donné, je sois capable de me dire, oui, mais moi, j'ai besoin de plus de temps pour prendre soin de moi. Puis tout le monde a des besoins différents. Oui, exact. Fait que là, toi, là, comment en organisation, justement, cette conversation-là, tu sais, moi, tu me dis ça, on est convaincus. C'est pas, compliqué. c'est pas compliqué, mais c'est ça, en organisation, il y a souvent ces freins-là de, ouais, mais il faut être productif, puis si je m'arrête à chaque personne, ça finira plus, etc. Fait que, tu sais, comment est-ce que, justement, cette discussion-là, on est capable de l'avoir dans une vision à la fois proactive, mais je sais qu'on a quand même aussi besoin de réagir des fois parce que là, il y a des situations qui vont survenir, il faut réagir de la bonne façon. Comment t'en parles? Comment est-ce que tu amènes les gens à voir ce changement-là comme étant nécessaire? Mais est-ce qu'on est obligé de dire productivité ou santé mentale? Ou ce serait pas plutôt productivité et santé mentale? Les deux devraient aller ensemble. Oui, c'est ça. C'est 100% ça. Fait que c'est de dire, mais comment la santé mentale, la santé psychologique en milieu de travail doit être un levier pour tous les objectifs qu'on veut atteindre? Parce qu'effectivement, les organisations ont des objectifs à atteindre. Puis ça, on ne l'enlèvera pas. Puis il faut cadrer dans ce milieu-là. Maintenant, comment je suis capable de supporter mes ressources que j'ai avec les ressources qu'eux ont à l'intérieur d'eux pour être capable d'avancer vers là où on souhaite. Puis, tu sais, moi, ce que j'observe, c'est que les organisations sont vraiment plus prêtes à l'ouvrir, ce sujet-là. En tout cas, si je regarde depuis la pandémie, on a vraiment vécu une évolution. Puis c'est juste d'avoir un langage commun. On a juste commencé en expliquant notre vision de la santé mentale. Bien, déjà, on peut se dire que c'est normal qu'on en a tous une, au lieu d'avoir peur de le dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, d'avoir un langage commun, de créer ce climat-là de sécurité psychologique, c'est pas de la mauvaise volonté dans les organisations. Je pense que c'est un manque de connaissances. Oui. Ça part juste de là. Puis de dissocier, on le disait un peu aussi, là, cette idée de santé mentale égale détresse d'emblée. Tu sais, parler de santé mentale, c'est d'en parler sous toutes ses facettes. Et il y a tout un continuum quand on parle de santé mentale. Il y a toute une palette de nuances sur comment on vit notre santé mentale. Voilà. On a tous des moments où on va moins bien. C'est Ben pas parce que je m'en vais en arrêt de travail que je vais moins bien. Là. C'est juste qu'en ce moment, c'est plus difficile. Est-ce que temporairement... Il y a un exemple que je donne tout le temps, tu sais, l'employé qui tout d'un coup se met à arriver en retard. On va tomber dans le disciplinaire tout de suite, ou on pourrait prendre le temps de juste de se renseigner sur qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ben, coudonc, mon mari qui normalement va emmener l'enfant à la garderie, la jambe cassée, il peut plus le faire. OK, mais si j'ai pas pris connaissance de ça, ben, je vais tomber dans le disciplinaire. Puis c'est là où, tu sais, on parlait de l'anxiété tantôt, mais je trouve qu'en tant que société, on dissocie peu aussi le stress de l'anxiété. Ah oui. Mais là, tu sais, on parle d'un stress, donc qui est ajouté, mais qui peut facilement devenir une anxiété si tu sens que ta sécurité d'emploi est menacée, ou ta réputation, ou la perception que tes collègues ont de toi. Donc, c'est là où on voit un peu aussi comment ça peut percoler vers autre chose. Là. Mais quand on parle de sécurité psychologique, c'est un peu ça. S'assurer que je suis capable, dans mon milieu de travail, de faire des erreurs, de nommer quand ça va pas sans que ma job soit mise en compte. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment... Puis, tu sais, comment... Pour revenir un peu à ta question, il faut ouvrir le sujet, puis il faut être comme, je pense, comme gestionnaire, être en mesure aussi de dire que tout ne va pas toujours bien. Ils sont un peu des exemples, nos gestionnaires, là. Fait que, est-ce qu'on est capable de nous le dire que des fois, c'est plus tough? Je vais pas m'écrouler, là. Je sais pas, on rentre au bureau, puis là, plus rien fonctionne. On a besoin des capitaines dans les bateaux aussi, là. Peut-être à mesure d'être un peu plus vulnérable. Fait que si je suis capable de le dire, bien, je vais créer le climat de sécurité dans mon équipe. Si moi, j'ai encore ma job, même si ça va pas toujours bien, mais vous avez le droit, vous autres aussi, d'aller moins bien, tu sais. Puis juste d'être présent. Tu sais, la fameuse question « Comment ça va? » Mais on est déjà parti, on n'écoute pas la réponse. Peux-tu juste la changer? Demander aux gens comment ils se sentent. D'être présent sur le terrain auprès d'eux. Tu sais, pour se créer ce climat-là. Parler d'autre chose que juste de job et puis d'atteindre d'objectifs, justement, là, pour connaître la personne.
on prend les pauses avec nos employés de temps en temps. Tu sais, des pauses, déjà, c'est un phénomène très rare, mais tu sais, le fait de créer ça 2 fois par semaine, prends tes pauses avec tes employés. Tu sais. Ouais, puis de les voir dans leur complexité, au-delà d'employés, comme on disait tantôt, ils ont d'autres rôles, ces personnes-là. Il n'y a personne dans cette gang-là qui est un robot qui se met à off dans un garde-robe le soir. Là, comme... On n'est pas dans Severance, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, apprenez à prendre soin de l'être humain avant le numéro d'employé. Exact. Ça va faire toute la différence. Ouais. Tu sais. Intéressons-nous à l'être humain qui est là. La pause, tu vas savoir qu'il est en train de se magasiner une voiture, puis ça se peut que ça soit un peu stressant. Ça va pas impacter son travail, mais tu vas être au courant de ce qu'il fait. Ouais. Ça fait vraiment une différence. Là. Je me suis vraiment éloignée de ta question, probablement. Moi, Non, j'ai mais oublié c'est sa bon. question. OK, entre-temps, parfait, fait que- merci. C'est vraiment correct, on continue de naviguer. Mais tu sais, dans ces discussions-là, justement, tu sais, les déclics, comment est-ce qu'ils se font? Comment est-ce que les gens, justement, tu sais, détaboutiser, c'est aussi dédramatiser. Ouais. Fait que c'est quoi les questions qui émergent? Puis les gens font comme genre, c'était moins compliqué que je pensais. Tu sais, justement, c'est quoi ces gains-là qu'on peut aller chercher assez facilement pour avoir ces premiers succès, puis continuer à bâtir une culture où on prend soin de la santé mentale? Mais je pense que c'est de réaliser qu'on a déjà des choses positives dans notre organisation. Il faut arrêter de penser qu'il faut tout réinventer puis que c'est Ouais. compliqué. Là. Ouais, C'est des petits pas. Puis quand on réalise que, mais tu sais, on prend le temps de prendre le pouls de nos employés. Pas tous les jours, on n'y arrive pas. Ouais. Mais OK, mais super, on peut-tu renforcer ce qui fonctionne déjà? Oui, Et exact. ça a un impact. Puis c'est de démontrer, tu sais, par exemple, je parle souvent de la reconnaissance. On sait, là, c'est un des facteurs les plus puissants dans la prévention de la santé mentale. Ça coûte rien, c'est pas compliqué, c'est accessible à tout le monde, mais de réaliser qu'être reconnu encore comme être humain va faire la différence. Fait que, tu sais, les déclics, c'est de démontrer, tu as déjà des choses qui existent, puis c'est des petits pas, là. Ouais. T'intéresser à l'autre, puis c'est le gros bon sens. C'est pas, on n'a pas besoin de réinventer la roue, là. On veut s'intéresser, c'est vraiment ça, là. C'est ça. Puis j'aime ça que tu dis, puis ça revient souvent à ce qu'on dit, tu sais, si on a l'occasion de se donner une tape sur l'épaule parce qu'on a bien fait quelque chose, ben OK, go, faisons-le, puis voyons comment on peut bâtir là-dessus pour mieux continuer. Puis dernièrement, j'ai vu que tu publiais un petit peu plus sur justement ces milieux très masculins, qu'on dirait, puis ce que ça fait ressortir. Puis je dirais, c'est pas nécessairement des milieux que nous, on touche encore beaucoup en organisation, tu sais, quand on parle de la construction, etc. Puis c'est pas parce qu'il y a moins de personnes neurodivergentes. Je dirais même probablement que, en fait, non. Mais je pense qu'il y a peut-être des parallèles aussi intéressants à faire dans l'écart perçu entre, tu sais, je peux pas en parler, c'est dans mon rôle, je peux pas le dire, puis là, d'un coup, de dire qu'on peut en parler, puis ce qui en ressortait. Bref, j'aimerais ça t'entendre un peu aussi sur qu'est-ce que ça fait émerger comme constat. Moi, ce que j'entends chaque fois que je vais dans un milieu dit plus masculin, on va le dire comme ça, là, c'est enfin qu'on ose nous en parler. Fait que je pense que comme employeur, comme société, on maintient même bien malgré nous le fait qu'ils n'en ont pas besoin d'en parler. Puis pour vrai, je n'ai jamais vécu un groupe qui s'est fermé puis qui s'est reputé puis qui m'a regardé de même pendant 1 heure ou 3 heures. Tu sais, c'est jamais arrivé parce que les gens, ils sont contents d'en entendre parler. Ils sont démunis devant la détresse. Elle n'est pas nommée, mais elle est palpable. Oui, absolument. Tu sais, puis le taux de suicide le plus élevé au Québec, il est en construction. Fait qu'elle est là, la détresse. C'est juste qu'on ne sait pas par où le prendre parce qu'on n'en a jamais parlé. Ouais. Mais pour vrai, ils sont tous contents d'enfin avoir des outils. De confirmer qu'il y a des choses qui étaient déjà pas si pires, puis de dire, ben OK, on a vraiment un pouvoir qui est plus grand sans que ça soit compliqué. Mais effectivement, en construction, manufacturier, j'ai l'impression qu'on est là aujourd'hui en 2025 où on est en 2020 dans la plupart des autres milieux. Mais il y a cette ouverture-là à vouloir le faire. Ce qui on recule, c'est mon expérience à moi, là, mais si on recule en 2020, à part quelques cols bleus, les milieux plus typiquement masculins, moi, j'en faisais pas tant. Là, j'ai l'impression que je m'en vais même plus ma majeure, elle est plus dans ces milieux-là. Fait que je pense qu'on, par les autres milieux qui ont fait des choses, puis qu'on a vu les résultats aussi, ces milieux-là aussi commencent à être plus conscients. Puis la détresse, elle est là, les absences maladies sont là. Tu sais, tu parlais de déclencheurs. Quand j'ai de plus en plus d'absences maladies dans mon organisation, là, je me dis, ça coûte cher, puis il faut que je fasse quelque chose. Parce que... Absolument. Je trouve ça fascinant parce que j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Tu sais, moi, je suis de cette génération qui a quand même grandi avec on commence à en parler, on vous dit d'en prendre soin comme jeune. Tu sais, comme ça fait longtemps que ça fait partie, moi, je trouve, de mon environnement, de mon écosystème éducatif ou professionnel. Sauf que, malgré cette présence, on entend encore il est temps qu'on en parle, on n'en parle pas assez. On entend encore mais là, quand j'ai une personne gestionnaire dans ma carrière qui a été vraiment plus humaine, en gros guillemets, que les autres, là, c'est donc marquant. Tu sais, on dirait que c'est encore surprenant quand on arrive à avoir une vraie manifestation de ce discours qu'on essaie de mener depuis déjà des années, là, de sensibilisation, en fait. Là.
Mais je me demande si... Moi, on parlait pas de ça quand j'étais petite, par exemple. Fait que, tu sais, je me demande si... Bon, je vais dire comme ça, là, ta génération commence pas à être plus sur le marché du travail qui va emmener ce changement-là. Où je me casse dans la tête de génération. Je veux juste dire, comme moi, je réalise que j'ai grandi avec ces discours-là comme adolescente, peut-être pas comme enfant, mais ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, cette génération-là est sur le marché du travail, ils veulent faire une différence maintenant. Ouais. Puis, encore une fois, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais si toute ma carrière, j'ai travaillé du 60 heures semaine, et que surtout qu'on allait surtout pas dire que ça allait pas bien, Non. bien, clairement, comme gestionnaire, c'est ce que je vais promouvoir encore aujourd'hui, puis je comprendrai pas, je veux dire, comme ça, la nouvelle génération qui rentre, puis pour eux, leur bien-être, c'est vraiment une priorité. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi qui est en train de changer dans les milieux de travail parce qu'on a de plus en plus de générations qui sont conscientes de l'importance de mettre ce sujet-là de l'avant. Puis c'est bête, là, mais la loi de la CNSST qui vient d'être amendée en disant, bien, vous devez vous occuper aussi de la santé et sécurité psychologique. Ben, Ça met un cadre. Ben, c'est ça. Fait que ça va nous réveiller, certains, à dire, ben, OK, c'est aussi dans nos responsabilités Ouais. de l'ouvrir, tu sais. Puis je vais construire sur ce que tu amènes aussi. Tu sais, il reste que je suis une femme aussi, donc je pense que j'ai eu plus accès à ces conversations-là. Puis moi, messieurs qui nous écoutent, j'ai énormément d'empathie pour vous. Et c'est pour ça qu'en tant que féministe, j'essaie souvent de rallier les hommes à la conversation parce qu'au final, ces normes d'un homme, ça parle pas, ça souffre pas, ça prend tout de manière forte. Ça pleure pas. Ça pleure pas. C'est pas mal tout des relents du patriarcat. Là. Ben Mais oui. faites dire ce que vous voulez de cette conversation-là. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, c'est super correct. Mais tout ça pour dire qu'on a le même objectif au final, que vous ayez beaucoup moins de pression de constamment être les hommes forts, pourvoyeurs, sans émotion, que trop d'hommes de la génération de mon père et de mon beau-père ont appris à être, puis qui encore aujourd'hui ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit ou n'ont pas l'espace pour avoir ces émotions-là. Puis ils savent pas comment faire. Non plus. C'est vraiment, si je l'ai pas appris, tu sais, la gestion d'émotions, c'est un apprentissage d'une vie, je pense. Oui. Fait que si tu l'as pas fait, puis tu es en plus dans un milieu où ben, les hommes n'avaient pas droit à ces émotions-là, Non ben, plus. c'est difficile. Je veux dire, je vois mes employés, je voudrais bien faire, je sais juste pas quelle clé utiliser. Exact. C'est juste ça, là. Ouais. Puis je trouve ça intéressant aussi ce que tu apportes avec l'écart générationnel, parce que quand on parle de neuroinclusion, neurodiversité, c'est aussi un facteur très important de ces nouvelles générations qui arrivent, qui ont eu des diagnostics, qui ont eu les mesures adaptatives quand ils étaient à l'école, qui arrivent dans le milieu du travail, puis d'un coup, ils demandent. Puis là, le monde, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Je reçois des demandes de mesures adaptatives. Mais Et 100%. Il y en a plein. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que, tu sais, de réadresser ça, mais de voir, tu sais, c'est ça que les deux vont ensemble. Puis, de la même façon qu'on dit, tu sais, il y a des personnes qui ont des diagnostics plus tardifs. Tu sais, on a eu de la chance d'accompagner des personnes qui ont eu des diagnostics dans la soixantaine. Ça change la lunette sur une vie complète, ça aussi. Mais si toute ma vie, toute ma carrière, par exemple, je ne le savais pas, puis je me suis fait violence, entre guillemets, pour arriver au même niveau que les autres, que je sache ou que je ne sache pas que je patinais plus fort que les autres, bien, c'est sûr que ça vient peut-être chercher quelque chose en dedans de moi de dire, bien, pourquoi est-ce qu'eux autres, ils n'iront pas manger leur croûte, eux autres, avec? T'sais, moi, j'en ai mangé des croûtes, pour utiliser des termes plus positifs, bien, bref, puis je ne sais pas à quel point c'est quelque chose peut-être que tu entends quand on a des générations justement qui se sont faites violence puis qui ont une résistance à ce changement-là de perception, de On perspective. l'a fait, nous autres. Puis moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est... Moi, quand j'étais petite, ou peut-être un peu avant, mon père avait le droit de conduire avec une bière entre les deux jambes. Mais aujourd'hui, on n'y penserait même pas. Hey, j'ai revu des annonces de système de sécurité pour enfants dans les années 60-70. Là, c'était quelque chose. Un panier d'osier accroché après le... Ben oui, c'est ça. Tu sais, je suis pas sûre que j'avais un vrai banc d'auto, moi. Tu sais, je n'avais un, mais clairement, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Ben, on a résisté avec l'arrivée de tu boiras plus en voiture, tu vas attacher ta ceinture de sécurité, là. On refait des publicités en ce moment là-dessus, c'est parce qu'il y a une résistance. Ouais. Mais la nouvelle génération, toute génération qui est rentrée sur le marché du travail a apporté une résistance de l'ancienne génération parce qu'on va amener... Mais on a fini par s'adapter. Mais oui. Mais oui, c'est vrai que tu as travaillé 70 heures semaine. Comment était ton bien-être? C'était quoi ta relation dans ta famille, avec tes amis? Est-ce que ça existait? Oui, mais c'était comme ça, oui. Mais aujourd'hui, on souhaite avoir plus qu'un emploi. On va avoir une vie Exact. sociale, on va être présent pour nos familles. Puis c'était pas le même contexte socio-économique non plus. Puis c'est drôle parce qu'on a justement outillé et sensibilisé ces jeunes générations. Donc en fait, elles mettent en place ce qu'elles ont appris 100%. à revendiquer, à nommer, à faire. Mais là, ça crée une résistance justement dans cette petite espèce d'onde de choc que ça peut créer. Mais au final, il faut aussi considérer, puis on a eu la chance d'écouter une conférence dernièrement sur les écarts générationnels, puis ça ressortait aussi, là, je veux dire,
l'éco-anxiété, l'anxiété aussi autour du contexte politique en ce moment, elle est énorme. On n'a pas nécessairement connu ça, dépendamment de quelle génération on est. Donc, on n'a pas le même rapport au travail non plus du tout dans la conversation, là. Puis, il fut un temps où travailler était gage de succès et de matériel, alors qu'aujourd'hui, on dirait que tu peux avoir un salaire dit très respectable et avoir encore toute la difficulté du monde à joindre les deux bouts. Donc, Exact. On dirait que c'est presque, tu sais, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, juste regarder les nouvelles, ça demande un effort considérable pour essayer de maintenir un semblant de santé mentale. Là. Je vais aller jusqu'à ce point parce que ça m'affecte énormément. Je vais être très transparente là-dessus. C'est ça, tu sais, en fait, ça devient quasiment, je pense, pas de l'exception, mais c'est quasiment un luxe d'avoir une bonne santé mentale quand on voit tout ce qui se passe, si on s'ouvre le moindrement aux enjeux qui nous entourent, les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut prendre le temps de mentionner que tout ce que vous nommez, il faut se dire que tous nos employés en ce moment dans nos organisations le vivent aussi. Oui, exact. Fait que ce climat-là d'insécurité, il est là. Puis là, j'arrête pas de dire il faut nommer l'éléphant rose dans la pièce. Là. Il faut se permettre dans nos organisations d'ouvrir cette discussion-là et de voir comment vont les gens. Ouais. Parce que surtout, mettons, on pense aux employés qui auraient peur pour leur emploi en ce moment, on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Là. Parce que quand on parle de comment on fait pour être au présent pour les employés, puis c'est pas compliqué, c'est juste créer un espace qui va peut-être durer 15 minutes, mais sachez qu'on est là, puis on aimerait savoir comment vous vous sentez par rapport à la situation actuelle. C'est quoi vos questions? C'est quoi notre plan de match, nous, envers vous? On va vous renseigner quand il va se passer telle chose, que ce soit clair, que ce soit dit. On va être derrière vous, on va vous nommer quand on va avoir des changements, comment ça va nous impacter, nous, par exemple. C'est important d'avoir cette discussion-là ouverte. Les employés, ce sont des êtres humains qui sont là, qui ont besoin de savoir aussi. Puis, on est dans le contexte le plus difficile. L'insécurité, c'est la situation la plus difficile. Ben oui, on sait pas ce qui s'en vient. J'ai 25 sous dans mes mains, je lance, je sais que c'est pile ou face, puis je sais quelle action que je vais prendre. Là, je suis juste comme dans « je ne sais pas ». Puis j'ai comme bien l'impression que ça va durer longtemps, son « je ne sais pas » là. Fait que le taux de stress et d'anxiété, malheureusement, n'est pas prêt de diminuer, je pense. Exact. Fait qu'il va falloir en être conscient aussi. Oui, puis on avait commencé la conversation en parlant de venir positionner la proactivité ou la prévention par rapport à ça, parce que on reconnaît tout à fait que dans un rôle de gestionnaire ou de collègue même, on ne peut pas être constamment en soutien individuel. Et ce n'est pas non plus notre rôle. Il faut savoir départager qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui rentre dans ce que je peux faire et ce que je veux faire, mes propres rôles, responsabilités, limites professionnelles et personnelles, parce que tout le monde n'est pas thérapeute, puis il faut savoir le reconnaître. Mais comme en même temps, là-dedans, les organisations, comment elles peuvent... On a parlé de beaucoup de petites actions, mais tu sais, comment on peut peut-être encourager ou nourrir une culture de bien-être et de santé mentale et de sécurité psychologique. Ce compte de banque-là, justement. Énergie. Ma question était longue parce qu'elle se construisait au fur et à mesure en vol. Mais tu sais, moi, je reviendrai avec les facteurs de risque psychosociaux. Oui. Tu sais, c'est quoi dans notre milieu qui est, je l'ai dit, dangereux, mais qui peut affecter les... Fait que tu sais, est-ce que... Il y a beaucoup de reconnaissance dans mon milieu de travail, mais j'en ai beaucoup déjà, je vais être en prévention. Tu sais, au Québec, c'est pas super sexy, la prévention, là, mais on gagnerait vraiment à taper sur ce clou-là pour éviter d'être tout le temps curatif, tu sais. Est-ce que mes employés ont leur mot à dire? Ou je suis encore dans une culture où voici ce que vous avez à faire? Non, on ne pourra jamais mettre en place tout ce que les employés vont nous dire, mais on peut-tu les écouter puis les laisser s'exprimer? On va être beaucoup dans une prévention encore de la saine santé mentale. Est-ce qu'il y a une justice organisationnelle dans mon organisation? La charge de travail, elle sera toujours perçue comme étant trop grande, on va se dire les vraies affaires. Mais est-ce que je peux comprendre pourquoi pour Marc, c'est difficile, la charge de travail, mais pas pour Georges, par exemple? Juste d'aller questionner encore une fois. C'est quoi les clés qui manquent pour que toi, tu trouves que ta charge de travail est trop grande? Justement, est-ce qu'on va arriver à ouvrir la discussion puis de dire hey, mais moi, tu sais quoi, me concentrer une demi-heure de suite, c'est impossible. Mais là, est-ce qu'on pourra justement aller mettre des bons outils en place pour être capable d'accompagner? Est-ce qu'il y en a un climat de tension? Puis est-ce qu'il y en a des petits de micro-agressions? Est-ce qu'il y a de l'harcèlement? Fait que, quand on parle de... moi, je parle beaucoup de responsabilité partagée en santé mentale, là, mais la job de l'organisation, c'est de voir est-ce que dans mes conditions de travail, il y a des choses qui accrochent. Puis on parle de facteurs de risque psychosociaux, on peut-tu les transformer en facteurs de protection? Si je sais que c'est un risque, s'il n'y a pas de reconnaissance, je peux-tu en mettre plus? C'est vraiment plus dans ce sens-là. Là. Mais j'aime que tu parles de responsabilité partagée parce que nous, on est toujours dans cette conversation de la co-construction, du partage de la responsabilité. Puis le but, c'est pas d'aller... charger les épaules de l'individu dans trouver les solutions puis mettre en place les choses. Mais si on nomme pas, on parle pas, si on se connaît pas aussi là-dedans, ou si nous-mêmes, on repousse constamment nos limites. Puis des fois,
c'est un peu par la force des choses, parce qu'on n'a pas appris nécessairement à se connaître, on n'a pas appris comment notre cerveau fonctionne ou comment nos limites se manifestent, surtout dans une culture du travail qui est très performante. Donc, tout ça peut venir jouer aussi, là. C'est ça. Puis venir reconnaître ses besoins, tu sais, c'est un travail que je fais beaucoup en coaching, que ce soit avec des personnes employées neurodirigentes ou même des gestionnaires. Puis je dirais encore plus, c'est que les gestionnaires, c'est tellement important de venir, tu sais, des fois, ces enjeux-là de je sais pas comment dire, je sais pas quoi dire, si je le dis, etc. OK, mais c'est quoi ton besoin? C'est pas parce que tu es gestionnaire que tu n'as plus de besoin. Hein? Puis comment est-ce que dans ces conversations-là, OK, je suis gestionnaire, je suis dans telle position, j'ai ce besoin-là, j'ai besoin, par exemple, de m'assurer qu'on a une cohésion d'équipe, j'ai besoin de m'assurer qu'on atteigne les objectifs. Toi, tes besoins, c'est quoi? Puis comment est-ce qu'ensemble, on peut co-créer cette relation-là puis faire coexister nos besoins pour trouver une solution? Puis cette façon d'avoir ce dialogue non-violent-là, justement, avec le besoin, je pense que ça ramène beaucoup à la conversation de... Quand on parle de santé mentale, quand c'est tabou, j'ai pas nécessairement besoin d'arriver avec mon étiquette de « Ouais, mais c'est parce que moi, je suis anxieuse. » OK, mais j'ai besoin de plus de clarté, j'ai besoin de X, Y, Z. Si j'ai plus de clarté, je vais être moins stressée d'échapper ou d'oublier. Exact. Puis de nommer les besoins très factuellement, ça aide, je pense, aussi à détaboutiser... Oui, puis je trouve que de le faire comme ça, moi aussi, je dis beaucoup co-créer, c'est que ça t'enlève l'obligation comme gestionnaire à tout savoir quoi dire puis quoi faire. Oui, tu peux pas le savoir, je veux dire, comme intervenant, on le sait pas. C'est l'autre qui connaît ses besoins puis comment on va créer ensemble la solution qui va faire du sens pour cette personne-là. Là. Arrêtez d'avoir peur de ne pas savoir quoi dire, mais on va le demander de quoi tu as besoin. Voilà, c'est ça. Nous, on le dit souvent aussi, c'est correct de ne pas tout savoir. Là. Vous n'êtes pas des experts et des expertes de la neuroinclusion, puis c'est pas ce qu'on vous demande de devenir. Nous, on vous demande d'être capable d'accueillir la conversation au final en sécurité. Puis ça, honnêtement, ça passe bien plus par reconnaître quand on ne sait pas que par croire qu'on sait et l'imposer à l'autre personne. Oui, c'est ça. Ça marche pas, là. On la sent, ça fait pas de sens dans l'univers de l'autre. Mon idée, ça fera peut-être aucun sens, même si pour moi, elle est géniale, là. Fait que là, justement, dans cette posture-là, par exemple, qu'on a des gestionnaires qui nous écoutent là, en ce moment, des personnes de ressources humaines, c'est la personne qui nous arrive qui est en détresse, là, parce qu'on ne peut pas s'improviser thérapeute, évidemment. Toi, c'est quoi les démarches que tu recommandes de mettre en place ou de faire quand on a une personne qui vient nous voir puis qui se dévoile comme étant dans une certaine détresse? Comment ça peut se manifester? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai juste une question, par contre. Je trouve que le mot détresse, c'est peut-être mon rapport au mot détresse est grand. Est-ce qu'on est nécessairement dans une conversation de détresse? Parce que moi, j'avais l'impression qu'il y a deux points pour la conversation. On peut graduer, effectivement. C'est ça, il y a la conversation de la personne qui vient chercher de l'aide, qui est peut-être fragilisée ou vulnérable, puis il y a la personne en détresse, puis je suis pas sûre que on peut faire l'amalgame des deux. Mais je suis peut-être dans le champ, là, vous pouvez m'éduquer là-dessus. Mettons, parce que je me remets, mettons, dans un rôle de coaching, si quelqu'un, je l'accompagne, puis que la personne, on tombe dans une notion de souffrance, ben moi, c'est là que j'ai une limite que je peux pas franchir au niveau professionnel. Fait que je pense que c'est ça. Si la personne arrive vers nous et elle est en souffrance, ça peut se manifester dans un certain niveau de détresse perçue, peut-être. Là. Ça dépend de comment la personne est à l'aise ou comment la personne a de l'énergie pour le masquer. Je pense que la limite, là, elle est où chacun des gestionnaires la met. Parce que, tu sais, pour certains gestionnaires, quelqu'un qui va être en détresse, mettons, comme tu le dis plus, qui va être vraiment, mettons, en pleurs, qui va être vraiment, ça va être difficile en recherche d'aide, vraiment, versus quelqu'un qui est plus ouvert à chercher des solutions où il y a certains gestionnaires, la limite, elle ne sera pas la même, puis il n'y a pas une ou bonne réponse. Fait que, déjà, comme gestionnaire, pour moi, ce qui est important, c'est connais-tu tes limites à toi pour accompagner quelqu'un qui est devant toi. Est-ce que, tu sais, quelqu'un qui arrive... que son parent il est en phase terminale alors que le tien aussi est peut-être là-dedans puis que tu te sens pas prête à aider l'autre. C'est correct de dire « Hey, tu sais quoi, je suis pas la bonne personne pour t'aider, mais je vais passer la POC à quelqu'un d'autre. » Ça ne t'enlève rien à qui tu es comme gestionnaire de faire ça. Mais, tu sais, peu importe la personne qui est devant nous, puis là, ça va être bien drôle, mais nous avons tous deux oreilles et une seule bouche. L'idée d'écouter 2 fois plus qu'on a besoin de parler. T'sais, soyons curieux de ce que la personne vient nous raconter. Parce qu'on essaie de sortir du jugement. C'est pas facile. On est tous des êtres humains. On en a tous un jugement. Mais si on veut être curieux de ce que l'autre... Qu'est-ce qu'elle vient chercher, l'autre? De le demander de quoi tu as besoin. Ah, ben tu m'as écouté. Merci, c'était assez. Ça pourrait souvent. C'est ça. Puis moi, je vais aller donner souvent, là, c'est quoi ton besoin? Est-ce que c'est juste d'en parler ou de ventiler? Ou est-ce que tu veux qu'on trouve une solution? Parce qu'à la limite, ça se peut que tu le saches pas, puis c'est bien correct, là. Mais si tu me dis, hey, tu sais quoi, j'ai pas une solution. It's just a rent. J'ai juste besoin de ventiler. Hey, let's go for it. Ça va me faire vraiment plaisir. Fait qu'on peut faire ça aussi, effectivement. On se met, nous, pas la même position aussi. T'sais, si on va avoir besoin de chercher des solutions ensemble, ben je me mettrais pas dans la même posture pour le faire aussi. Fait que déjà, d'écouter, de voir ce qui est besoin de l'autre, puis
le principal rôle pour moi d'un gestionnaire, c'est de faire des références. Parce que justement, on n'est pas psychologue, on ne veut pas rendre personne psychologue non plus. Là, Non, que c'est les gens ça. se trouvent ça lourd. Parce qu'on a les gestionnaires qui n'osent pas poser la question comment ça va parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec la réponse. Puis on a ceux qui le demandent puis qui prennent toute la détresse de l'autre dans leur sac à dos. Et on voudrait trouver un Le mot milieu. dit tout ou rien, là. C'est ça. Trouver une espèce de milieu. Fait que, tu sais, j'écoute, je reflète là, les émotions, qu'est-ce que je perçois de l'autre. Je vois, tu sais, une communication là, ouverte, active, d'essayer de comprendre est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'amènes. Mais aussi de dire, ben ce bout-là, moi, je suis pas intervenant, mais on a Mhm. vraiment des ressources qu'on Ouais. peut te référer. Puis là, je vais rentrer sur le programme d'aide aux employés, donner un numéro de téléphone, Oui. c'est un peu mettre un coup d'épée dans l'eau. Là. Ouais, ouais, ouais. Hey, on a un PA, tu devrais appeler. En 2025, c'est encore honteux d'aller chercher de l'aide, malheureusement. Oui, puis t'as pas nécessairement, pour être passé par là, quand j'ai fait un épuisement professionnel, là, t'as comme pas les ressources pour le faire. Je suis pas capable de faire cet appel-là. Mais non, c'est trop. C'est trop, puis tu sais pas nécessairement à qui tu veux parler, puis t'es overwhelmed Le juste à l'idée processus. d'eux, puis il y a de l'anxiété, puis en tout cas, ça fait pas. Ouais. C'est quoi le processus? Déjà, est-ce que, comme gestionnaire, je connais le processus de mon PA? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une application pour rentrer les informations ou est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un? Est-ce qu'il faut que je laisse un message? Comme gestionnaire, je me dois d'avoir Ouais. ces informations-là. Et malheureusement, les gestionnaires n'ont pas ces informations-là. Parce Mhm. que souvent, on va référer au RH. Fait que déjà, comme gestionnaire, ayons l'ensemble des informations parce que c'est toi qui as le lien avec l'employé, c'est toi qui le connais dans ton bureau en ce moment. De l'envoyer à la personne RH, c'est extraordinaire, là. Mhm. Mais c'est pas elle qui a le lien le plus proche. Puis là, on vient skipper. Non, puis ça dépend de la culture aussi dans l'organisation, Oui. parce que les RH peuvent être perçus de toutes sortes de façons, T'as et bien raison. des fois, il y a une pas pire scission entre les RH et les équipes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi le processus pour pouvoir l'expliquer? Puis on a le droit de faire le suivi. Tu sais, si on s'entend qu'on va aller vers un appel au programme d'aide aux employés, on a des raisons pour qu'on s'entende que c'est une bonne idée, mais j'ai le droit 24 à 48 heures après de faire le suivi avec mon Ouais. employé puis de dire « Hey, t'as-tu appelé? » Parce que Ça souvent, montre aussi du caring, là. ben oui, puis souvent les gens, mais je peux pas, c'est confidentiel. Je t'ai pas demandé de savoir ce que vous avez parlé. Est-ce que tu as fait l'appel? Mhm. Mais la réponse va être la plupart du temps non. Mhm. Parce que justement, on a peur de faire le pas le plus difficile, c'est de demander de l'aide. Un coup qu'on est dans le système, je vais dire comme Mhm. ça, ben, on a le droit de dire à l'employé, veux-tu qu'on fasse l'appel ensemble? Ça se peut que l'employé dise, ah, mais on en a parlé, je me sens mieux. Ah, c'est vrai que ça fait du bien d'en parler, mais est-ce que la situation pour laquelle on s'est entendu, elle a évolué? Mais non, mais ce qui risque de s'être passé dans sa tête entre ton bureau puis à la Mhm. maison, ben franchement, t'as pas besoin de ça, t'es fort, t'en as pas besoin. Le discours de l'intérieur, mais de Ouais. l'entourage aussi. Fait que de faire le pas va faire la grande différence. Là. Oui, puis, tu sais, nous, on en parle souvent aussi du programme d'aide aux employés. Il y a plein de ressources qui sont sous-utilisées, puis on n'a pas toujours besoin de se rendre à aller mal ou à être trop fragile pour les solliciter, surtout quand on parle des personnes neurodivergentes. Tu sais, il y a plein de services, qu'on soit un parent d'un enfant neurodivergent, qu'on soit nous-mêmes neurodivergents, qui peuvent venir alléger, soulager, soutenir, compenser plein de nos défis et de nos rôles. On peut penser à l'ergothérapie, on peut penser à l'orthopédagogie, oui, la psychologie, mais il faut arrêter de toujours aller à comme cette option-là uniquement. Il y a plein d'autres soutiens et services professionnels qui peuvent faire une méga différence et venir comme te libérer des cuillères d'énergie qui sont comme perpétuellement sollicitées à compenser des situations de handicap invisibles qui, après, ben, t'engendrent du stress et de l'anxiété parce que tu manques de ressources pour d'autres choses. T'sais. Exact. Oui, puis je trouve ça intéressant, tu sais, le psychologue a son rôle à jouer, mais il y a tellement d'autres spécialistes. Oui. Puis pour moi, une des clés du manque de ressources de psychologues, c'est de voir ce que tous les autres professionnels qui existent Mhm. peuvent apporter Ouais. aussi. Parce qu'il n'y en a pas des psychologues disponibles, mais il y a plein d'autres Ouais. thérapeutes spécialisés, formés, Ouais. qui sont en mesure d'aider. Ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, dans les programmes d'aide aux employés, justement, on pense que c'est juste des psychologues, mais est-ce qu'on peut présenter ces Exact, services-là? oui. Il y a souvent des avocats, il y a souvent un nutritionniste, ergothérapeute, comme tu disais, mais on les connaît pas. Fait que moi, je trouve que c'est une belle façon de tenir le sujet vivant de la Mhm. santé mentale. C'est une fois par mois, je vais présenter un des spécialistes qu'on a dans notre programme d'aide aux employés. Fait qu'on tape sur le clou, on en reparle, Ouais. mais puis on voit l'ensemble des services qu'on peut avoir accès. On prend tellement trop souvent pour acquis que les gens savent. C'est assez phénoménal. Je te garantis qu'on ne sait pas. Moi, là, régulièrement, en groupe de gestionnaires, je demande qui peut m'expliquer leur programme d'aide aux employés. Quand j'ai 2 personnes qui lèvent la main, j'en ai beaucoup. Oh wow. Puis tu sais à peine si tu sais où est le pamphlet, puis des fois c'est le pamphlet genre de il y a 4 ans. Tu sais. Fait qu'on ne le connaît. Oui, mais on en parle souvent. OK, mais est-ce que ça a Qu'est-ce que été tu dis? relié à quelque chose? Est-ce qu'on comprend l'utilité? Puis alors que c'est une ressource qui existe. Oui.
Puis on parle de ça, mais on parle aussi, il y a tous les organismes communautaires aussi qu'on néglige beaucoup, qu'on ne connaît pas, mais en appelant au Ils font des choses 211, là, incroyables, ouais. on a pu appeler, décrire la situation, puis il y a plein d'organismes communautaires, c'est des services gratuits, ou la plupart disponibles actuellement. Fait que, tu sais, il y a plein d'autres services, mais il faut comme organisation qu'on connaisse les organismes de notre région aussi. Là, ça, c'est super important. Là. Exact. Arrêter de faire prendre la poussière à nos PAE dans nos Ben oui, organisations. on les paye. Ben, c'est Tu ça. veux l'utiliser? Même j'avais un client, eux autres, ils faisaient venir avec le PAE, il y avait des conférences avec des spécialistes, fait que en gestion financière, en tout ça, Oui. pour les employés, fait que ça permettait d'aider à mieux gérer ses connaître, finances. ouais. Puis, Mais ça revient, tu sais, c'est la santé mentale, c'est plein de sphères. Oui. Fait que oui, si j'ai un défi avec côté financier en ce moment, ce qui est probable pour bien des gens, ça va impacter le reste. Ben oui. Fait que toutes les sphères sont importantes, puis souvent sont adressées dans nos programmes d'aide aux employés, là, ceux qui en ont. Vraiment. fait que sortir ça des poussières, les rendre actuels, revenir souvent là-dessus en réunion. Puis des témoignages, est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé, qui sont prêts à faire des témoignages anonymes? C'est pas grave. Mm. Mais comment ça s'est passé, puis qu'est-ce que ça m'a apporté d'aller consulter? Oui. Parce qu'on a l'impression qu'on va perdre notre temps. Absolument. C'est vrai que c'est pas, tu sais, on se mettra pas la tête dans ça, on va aller faire une thérapie de fond, c'est pas toujours facile, mais c'est quoi les résultats que j'en ai sortis? C'est ça qui est important, puis il faut que ça soit nommé, puis ça soit dit, puis de dire aussi, ça se peut que tu appelles à ton programme d'aide aux employés, puis que ta première rencontre, ça marche pas du tout. Tu peux te laisser une deuxième chance, mais s'il n'y a pas un fit, c'est deux êtres humains Oui, ensemble, ça ça reste se peut qu'il qu'il faut n'y une ait pas de alliance fit. thérapeutique aussi, là, C'est exact. ça. Fait que c'est correct de aussi le dire, ça marche pas, puis je vais demander un autre intervenant. C'est ça, sans que ça dise que tout le système fonctionne pas, parce Mais non. que c'est deux êtres humains, puis ça se peut que ce soit pas un match, soit au plan personnel, mais aussi au plan de l'approche pour le besoin, tout 100%, simplement. ouais. Mais c'est vrai qu'on connaît trop peu, c'est comme on parle de psychologues, où les gens savent pas nécessairement à quoi s'attendre, puis ont des attentes des fois qui peuvent être démesurées ou un peu à côté de ce que ça peut être en réalité. Fait que ça, c'est pour un rôle qu'on connaît, donc imagine des rôles qu'on connaît Ouais. même pas. Ouais. Oui, puis tu sais, j'aimerais ça revenir sur le fait que tu dis qu'il ne faut pas attendre d'être à terre, il ne faut pas être rendu au bout du rouleau pour aller chercher de l'aide. Tu sais, moi, personnellement, quand ma voiture fait du bruit, j'attends pas qu'elle soit cassée sur la 20 ou sur la 40 entre Montréal et Québec pour aller Je au suis vraiment pas de garage. référence sur ce projet-là, mais je comprends la métaphore tout à fait. Mais je vais y aller rapidement parce que je ne veux pas être pris sur l'autoroute. Non, exact. Mais comment ça se fait quand c'est à l'intérieur de nous que depuis 2 semaines, ça accroche, Ouais. puis qu'on ne reprend pas l'air d'aller qu'on souhaite, on n'ose pas aller chercher de l'aide. Mhm. C'est la même chose, là. Puis malheureusement, c'est que ça va grandir, ce malaise-là, souvent, si Ben on ne oui. fait pas différemment, puis on ne va pas chercher un regard extérieur, c'est juste ça, là. Oui, puis on est encore très dans attendre d'être au bout du rouleau, alors qu'en Ouais. fait, ça peut peut-être valoir la peine. Tu sais, moi, je m'en cache pas, là, j'ai ma thérapeute depuis... Je suis assez privilégiée, je l'ai depuis comme 6 ans, je pense. Mais, tu sais, il y a des phases où ça va moins bien, puis je la vois plus souvent, mais même quand ça va bien, ou c'est stable, ou c'est neutre, ben, je continue à la voir de manière peut-être un peu plus espacée, mais juste parce que ça me donne ces soupapes-là pour venir processer des choses. Puis c'est un énorme privilège, je le sais, je suis super chanceuse, je l'ai trouvé à un moment donné où j'allais pas bien, mais puis là, j'ai pu la garder, mais c'est d'avoir changé quand même ma relation au soutien, parce que j'ai été longtemps cette personne, et j'ai été intervenante moi-même en plus, là, vraiment cordonnière mal chaussée, là, c'est incroyable, mais j'ai été longtemps cette personne en grande résistance à aller chercher de l'aide, alors qu'aujourd'hui, je pense que ma thérapeute est remerciée dans mon mémoire, là, tu sais, c'est comme elle fait partie intégrante de ma vie, là. Oui. Mais comme, bon, c'est peut-être pas la bonne référence pour toi, mais comme je fais mon changement d'huile sur ma voiture, je veux Oui, dire, elle oui, oui. fonctionne encore, là. Mais parce que je le Je fais. veux la maintenir Ouais, longtemps, Exact. parce que je veux pas qu'elle me dure juste 3 ans, je veux tu Ouais. sais, l'amener, mais si je veux, moi, tenir pendant longtemps, mais c'est intéressant d'avoir Mhm. aussi cet intervenant-là, Mhm. thérapeute, qui peut faire la différence. Vraiment. Puis ce que j'aime de toute notre conversation, c'est que ça n'a pas été il faut faire plus de Zumba, il faut faire plus de méditation, il faut faire plus de classes de yoga. Tu sais, Mais il y a des choses. en face si ça te fait du bien. Ouais, C'est ça. vas-y. Mais souvent, tu sais, ça revient à ça, de ce que je vois de façon peut-être plus anecdotique, Ouais. mais c'est ça. Tu sais, ce que j'aime de la conversation qu'on a eue, c'est que tu sais, il y avait vraiment des moyens concrets, tu sais, aller chercher dans le PAE, apprendre à se parler, demander est-ce que tu as juste besoin de parler, est-ce que tu as besoin qu'on trouve des solutions. Comme on dit souvent, écouter pour mieux comprendre au lieu d'écouter pour mieux répondre. Ouais. Juste Ah, ça ouais. fait une énorme différence, je trouve, dans la Exact. posture d'écoute. Ouais. Parce que la fameuse écoute active, ça aussi, là, c'est galvaudé sur un moyen temps. Les gens ça veut savent dire plus ce que quoi, c'est. ça. Ils le disent, mais demande à Exact. quelqu'un de le décrire, on sait pas trop. C'est pas Facteur juste de- d'écouter en faisant C'est confortable là-dedans aussi, là. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis les facteurs de risque psychosociaux, les voir comme des leviers. Fait que c'est tous des points, je pense, ultra intéressants et pertinents que tu as apportés. Puis pour clore cette discussion qui était, ma foi, passionnante, merci encore d'être venu.
J'aimerais ça savoir, tu sais, dans cet angle-là de l'inclusion des milieux de travail où est-ce qu'on peut être authentiquement nous-mêmes puis être bien, comment est-ce que tu formulerais peut-être ton souhait pour un avenir rapproché? Je pense que je vais aller avec la curiosité de l'autre. Qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre? Parce que c'est pas parce que, on va prendre l'exemple du TDAH, que tu as besoin de X, Y, Z outils que quelqu'un d'autre ne pourrait pas l'aider aussi. Vous en avez déjà parlé, mais ça, pour moi, ça fait tellement du sens. Fait que, soyons curieux et voyons comment ça peut aider l'ensemble de mes employés au lieu de dire « Ah non, il faut que j'adapte pour une personne. » Ça me fait juste penser, anecdote, tu sais, Mélissa et moi, on le dit souvent, on s'est fait refléter énormément dans nos carrières, on était très organisés. Puis moi, ce que je disais pas trop aux gens, c'était j'ai pas le choix de vous organiser parce que sinon j'explose. Mais ultimement, j'étais tellement en surcompensation d'organisation que les gens me remerciaient pour mon organisation qui en fait était mon moyen de survie perpétuelle. Mais ça avait des bénéfices pour eux, tout était comme simplifié pour elles et eux, alors que moi, c'était juste comme c'est ça ou je pète au vrai. C'est ça. Mais comme quoi, ton moyen à toi aide tellement d'autres personnes. Exact. Ouais. C'était du confort et du bénéfice pour elles, puis pour moi, c'était vraiment le minimum nécessaire pour comme fonctionner. Nos principales ressources, ce sont nos employés. Quelles sont les ressources qui peuvent nous aider aussi à avancer? Mais pour ça, il faut comme se parler. Exact. Surtout dans une ère d'économie du savoir où les cerveaux des personnes qui sont dans nos équipes sont notre richesse première, bien, il faut en prendre soin. De ces cerveaux-là. Ils sont faisant attention aux tendinites. Il faut attention aux tendinites du cerveau. Vraiment. Merci Chantal d'avoir nuancé ça avec nous. C'est tellement le fun. Puis pour vrai, c'était difficile de rester on track pour moi. Ma tête était bien trop stimulée. Hey, merci les filles, c'est vraiment gentil. Fait que où est-ce qu'on peut te suivre en terminant? Bien, sur LinkedIn, effectivement, c'est là que vous m'avez trouvé. Fait qu'effectivement, beaucoup sur LinkedIn, sinon sur mon site internet, chantaldufort.com. Fantastique. Fait qu'on met tout ça dans les liens de l'épisode. Puis n'hésitez pas à suivre Chantal. Elle a toujours du contenu ultra pertinent. Vraiment, ça vaut la peine. Merci. Merci. Bye. T'as apprécié l'épisode puis t'aimerais en savoir plus sur la neuroinclusion? Viens nous suivre sur LinkedIn ou abonne-toi à notre infolette en venant sur notre site à l'adresse nuance.com. Ça s'écrit nuense.com.